Ravi donc de vous retrouver sur ce plateau télé. Très chers amis téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur votre chaîne favori, Afrique Santé. Je suis Jean-Fabrice Kouassi pour vous servir. La santé, c'est l'affaire de tous. Avoir une bonne santé, c'est vraiment bénéficier de tout ce qu'il y a de bon et de beau dans la vie. Alors, dans ce nouveau contenu dédié à la pédagogie santé, nous allons partager ensemble quelques connaissances liées au domaine de la santé, abordées dans le sens de connaître et découvrir les acteurs de ce domaine de la santé. Et nous sommes en compagnie du docteur Boureima Traoré Afo, qui est médecin, et avec lui, nous aborderons dans le thème de consultation médicale. Quand et dans quelles circonstances faut-il aller en consultation? Alors, c'est dans l'émission que vous préférez. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Fabrice. Vraiment merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Nous sommes vraiment tout heureux de partager ce temps avec vous. Alors, nous parlons donc avec vous de consultation, certes, mais il est vraiment très important pour nous de savoir qui est le docteur Afo. Ok. Et merci Fabrice, une fois de plus. Moi, c'est docteur Boureima Afo Traoré. Je suis médecin généraliste. Je suis le président de la plateforme dénommée ASP-PSM, l'Alliance du secteur privé pour la promotion de la santé au Mali, et deuxième vice-président de la Fédération ouest-africaine du secteur privé de santé et président des médecins privés du Mali. D'accord. Avant peut-être d'aller dans le sens de notre thématique, est-ce que le docteur peut nous faire une petite genèse de son parcours en tant que médecin généraliste au Mali? Alors, Monsieur Fabrice, après mes études au lycée Cabral de Ségou, j'ai passé avec une mention assez bien. Je suis allé à la fac de médecine, à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de Bamako. D'accord. Donc en 1997. D'accord. Donc après 8 ans de carrière, le cycle, ça fait 7 ans. J'ai repris la première année. Je vous avoue que j'ai repris la première année parce que j'avais eu la bourse pour le Maroc et on n'a pas pu gérer cela compte tenu de beaucoup de choses. Raison pour laquelle, quand je suis resté au pays, j'étais un peu découragé. Donc, c'est juste à la fin de l'année que je me suis ressaisi pour rebondir, mais c'était trop tard. Donc, j'ai repris la première année. Après 8 ans, donc je suis devenu un médecin généraliste. Donc après ma formation de l'école de médecine, je suis allé à Dakar apprendre la technique de vente des médicaments. Donc j'ai une attestation en technique de vente et au retour au pays, je me suis inscrit dans une école de gestion de projets et de suivi des projets, quoi. Donc je suis en deuxième année pratiquement. Oh, super, c'est vraiment une histoire passionnante. Et de cette histoire, nous pouvons donc tirer des leçons et avoir le résultat aujourd'hui. On dirait que vous êtes vraiment un modèle inspirant. Pour nous, il est vraiment important que les téléspectateurs et donc toutes les populations soient informés sur le domaine des consultations. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des difficultés ou ont des mentalités qui ne les poussent pas forcément à s'orienter vers les institutions sanitaires quand ils sont en période délicate. Alors, nous essayons de savoir avec vous, quand est-ce qu'il faut se rendre auprès des institutions sanitaires pour des consultations? Merci, Monsieur Fabrice. D'abord, vous l'avez dit à l'entame de cette émission que pratiquement la santé, c'est une affaire de tous. Et comme le stipule la définition de la santé, c'est que la santé ne parle pas d'elle-même. C'est lorsque on sent des malaises, c'est lorsque on n'est pas bien portant qu'on pense à la question de la santé. Et pour cela, les gens ont tendance à ne pas penser à leur santé lorsqu'ils sont en bonne santé.
Donc, toute la problématique est là. Maintenant, quand est-ce qu'il faut aller consulter? Je vous avoue que le médecin n'est pas là tout simplement que pour traiter. D'accord. Voilà, le médecin est là, c'est pour inculquer des conseils préventifs à l'endroit de la population. Donc, logiquement, en bonne pratique médicale, chez les enfants et chez les personnes âgées, ils doivent aller voir le médecin fréquemment, régulièrement parce que c'est deux pôles d'âge qui sont vulnérables à des maladies. Nous allons voir le médecin parce que tout simplement nous avons un certain nombre de demandes, ce qu'on appelle le motif de consultation, qui peut être la demande pour aller demander au médecin par rapport à toutes les questions concernant sa propre santé pour que le médecin puisse leur donner autant d'informations préventives par rapport à leur corps. Et aussi, c'est lorsqu'on sent un certain nombre de symptômes, un ensemble de signes, de malaise, on peut aller consulter le médecin. Donc aujourd'hui, compte tenu de la technologie, l'avancée de la technologie, cette consultation, on voit que certaines personnes consultent même en ligne. Oui, effectivement. Les médecins. Effectivement. Ça, c'est e-santé, oui. Ils sont là, la technologie, donc ils consultent. De toutes les façons, le médecin, comme je l'ai dit, n'est pas là que pour traiter. Oui. C'est lorsque on a des soucis de comprendre une maladie. D'accord. Lors de la discussion ou des causeries dans les grains, quelqu'un parle de telle ou telle maladie, on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire, on peut consulter. D'accord. Et je vous ai dit, la consultation régulière doit concerner les enfants, c'est tout. D'accord. Dès la naissance jusqu'à plus de 2 ans, normalement, on doit consulter régulièrement le pédiatre. D'accord. Voilà, pour voir le développement psychomoteur de l'enfant, la croissance en quelque sorte de l'enfant, ce système d'alimentation et aussi son calendrier vaccinal. Donc la consultation, c'est les motifs de consultation. Sur les vieilles personnes, surtout, qui sont vulnérables aussi, il y a aussi le suivi régulier à travers un certain nombre d'examens de routine, on dit, pour évaluer le corps. Mais les autres, le plus souvent, on constate que les gens vont voir le médecin, c'est lorsqu'il y a des plaintes sérieuses. Lorsque le corps commence à Lorsque le corps commence à être défaillant, c'est là où on consulte le médecin. Et le plus souvent, c'est en retard d'ailleurs qu'on consulte le médecin. D'accord. Voilà. Et donc, nous, les médecins, nous sommes tenus à faire un interrogatoire poussé pour pouvoir passer à l'examen physique et pour pouvoir, à travers si on peut poser le diagnostic, on le fait. Mais dans certains cas, nous sommes tenus à faire ce qu'on appelle des examens complémentaires pour étayer davantage le type de maladie et pouvoir aller à la prise en charge. D'accord. Vraiment, merci beaucoup déjà pour cet éclairage. Dans vos propos, vous aviez évoqué la question des symptômes. Parce qu'en réalité, on peut ne pas forcément être très malade, mais avoir quelques symptômes. Mais si on ne sait vraiment pas comment est-ce que ces symptômes, on va dire, réagiront à long terme, on ne pourra pas forcément avoir des actions préventives. Dans ce cas d'espèce, vous, en tant que médecin, quel genre de symptômes peut pousser l'alerte auprès de nos téléspectateurs pour éventuellement poser l'action d'une consultation? Ok. M. Fabrice, il faut reconnaître qu'il y a des signes d'alerte en médecine. Il y a des signes d'alerte qui font appel à certaines maladies. Et quelqu'un qui fréquemment, je prends un exemple, quelqu'un qui fréquemment fait des céphalées, des maux de tête terribles, donc est tenu à consulter impérativement le médecin parce que ça peut être un signe d'alerte. Donc il faut comprendre d'ordre de jeu que symptômes, c'est un ensemble de signes. Donc la symptomatologie, voilà, c'est ça, c'est l'étude des signes, des maladies. Et aussi, ça c'est d'autres signes tels qu'une fièvre qui est au-delà de 39 degrés est un signe d'alerte. Il faut aller voir un médecin. Voilà. Il faut reconnaître que le médecin généraliste, c'est logiquement c'est la porte d'entrée, c'est le début et la fin
Normalement, tout doit passer par le médecin généraliste d'abord. Même si on vient en urgence, c'est les médecins généralistes d'abord qui reçoivent logiquement les patients. D'accord. Et en fonction des signes, il y a le tri qu'on fait au niveau de l'urgence pour orienter le patient à aller voir tel ou tel spécialiste. Vous voyez. Donc, il y a ce genre de signes d'alerte, tels que je l'ai dit, les céphalées, les douleurs abdominales atroces, les douleurs au niveau du ventre atroces, surtout avec changement de posture, qui aussi peuvent être même souvent des signes pathognomoniques de certaines maladies, telles que en cas d'apendicite aiguë, vous allez voir même le patient en rentrant à l'hôpital, on peut soupçonner déjà que la personne peut faire une appendicite. Au moment où la personne sait un peu droit et il marche péniblement. Une fois arrivé, on va constater qu'il y a des signes de fièvre, de vomissement ou de nausée avec douleur atroce. Et aussi, la palpation permet de poser le diagnostic rapidement de soupçon. D'accord. Donc, c'est un ensemble de signes qui vont donc marquer une certaine alerte qu'il faudrait avoir. On va dire que dans le commun des populations, il y a certaines mentalités qui poussent à dire que le domaine de la santé est vraiment il est onéreux pour quelques catégories de personnes. Et consulter le médecin devient donc pour ces derniers-là un certain luxe. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de coûts au niveau des consultations? Est-ce que les coûts dans le secteur privé comme dans le secteur public sont accessibles pour les populations et pour surtout toutes ces catégories de personnes? Fabrice, il faut reconnaître que c'est une problématique. Une problématique à son sens que les autorités dans nos différents pays, je prends le cas du Mali, d'où je viens, c'est ce qui a conduit les politiques à aller à l'initiative de Bamako. D'accord. À l'initiative de Bamako. Et après cette initiative de Bamako, le constat était qu'il faut apporter les soins à la population à moindre frais, à moindre coût. D'où l'initiative de Bamako, ce qu'on appelle les DCI, les dénominations de médicaments DCI, les dénominations communes internationales. C'est des médicaments qui sont présentés en vrac dans de grosses boîtes pour diminuer le coût. Okay. On a mis en place tout un système. Et après l'initiative de Bamako, c'est ce qui a fait qu'on est allé au système de santé communautaire. Rapprocher les structures de santé à but non lucratif, mais qui sont dans le secteur, secteur privé. Parce que je vous avais dit dans d'autres émissions que le secteur privé est constitué de secteur privé à but lucratif et de secteur privé à but non lucratif. À but non lucratif, il s'agit des confessionnels chrétiens, des confessionnels musulmans et les CSCOM. Donc, c'est ce qui a fait que les CSCOM ont été mis en place, qu'on appelle les centres de santé communautaires, qui offrent des soins à moindre coût. Imaginez un centre de santé, un CSCOM au Mali, le prix de consultation varie de 500, 600 francs. Et c'est sous forme d'associations villageoises ou d'associations communautaires qui sont habilitées à le faire. Ce qu'on appelle les ASACO, les associations de santé communautaire, que l'État leur donne une autorisation à ouvrir leur centre de santé et en ayant les militants qui sont là et ils prennent des cartes de membres qui diminuent le coût de la prestation d'ailleurs. Voilà. Donc à ce niveau aussi, les autorités ont pensé au coût du médicament. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt qu'on a créé les DCI. Vous imaginez, je prends un exemple, quand vous prenez du paracétamol qui se vend à la pharmacie, tel que Doliprane par exemple, c'est en boîte de 20, une plaquette de 20 comprimés ou 10 comprimés, mais la forme DCI, c'est une boîte de 1000 boîtes comprimées dans la boîte. Super. Vous voyez. Donc, nos États, différents États ont mis en place ce système de santé communautaire qui, ceux qui n'ont pas les moyens, peuvent se procurer, peuvent aller consulter dans les centres de santé communautaires. Maintenant, ceux qui se sentent un peu aisés, ils peuvent aller dans les cabinets ou d'autres plateaux techniques tels que les cliniques et les polycliniques. Donc, à chacun son niveau de prise en charge. Et ces prises en charge, il n'est pas dit que quand on est riche et quand on est pauvre, tous ces patients sont les mêmes devant le médecin.
parce que nous agissons dans un cadre d'éthique et de déontologie formelle. D'accord. On est tenu de ne jamais considérer le patient comme un objet, un être humain qui est sacré. Donc, qu'il faut l'entourer de toute précaution, de meilleure prise en charge pour tout le monde. Vraiment, merci beaucoup, docteur, pour ce que vous êtes en train de partager avec nous. Cela, donc, me ramène à une autre problématique qui revient, on va dire, récurremment au niveau des centres de santé. On a ouï dire que des personnes allant dans le sens d'aller se faire consulter par le médecin ne trouvent pas forcément satisfaction dans la prise en charge parce que éventuellement le médecin peut-être du centre de santé, il est le seul à pouvoir consulter peut-être tout un village ou toute une région et donc ça devient difficile pour des personnes de supporter une certaine douleur avant éventuellement d'avoir contact avec celui qui est capable de donner orientation quant au mal que, on va dire, ce dernier subit. Donc, à cet effet-là, est-ce qu'au niveau du Mali, ou selon les connaissances que vous avez, est-ce que on va dire, l'approvisionnement en personnel compétent, tel que des médecins généralistes, est fait au niveau du Mali et ailleurs? Ok, bon, en fait, je n'ai pas très bien compris, mais ce dont j'ai compris dans cette question, c'est qu'aujourd'hui, dans toutes les structures privées du Mali ou dans les structures même publiques, oui. Les urgences, comme leur nom indique, les urgences, c'est une nécessité de prise en charge. D'accord. Et donc, toutes les structures disposent de tout un tas de personnels choisis à la matière qui permettent depuis l'accueil de faire le tri de ces différentes pathologies, de ces différentes maladies. Donc, dans la salle dans la salle d'attente, une fois que l'accueil voit qu'il y a un patient qui souffre, c'est l'accueil qui doit alerter le médecin. D'accord. Et toute une équipe entre en jeu pour la prise en charge rapide. Parce que le traitement dans les structures sanitaires, c'est cas par cas. D'accord. L'urgence, comme son nom l'indique, on laisse tout, on s'occupe de ça. Parce que tant qu'on n'intervient pas urgemment, la personne peut perdre la vie ou ça peut s'exacerber. Le médecin a l'obligation morale, avec son équipe, de le prendre en charge et il y a des structures adéquates dans nos hôpitaux. Mais en parlant donc de ces urgences-là, bon, pour quelqu'un qui vient juste, par exemple, parce qu'il a des symptômes de céphalée, et il y a plusieurs cas qui sont, on va dire, dans la même salle d'attente, et ce dernier, par exemple, doit patienter 3, 4, 5 heures avant de se faire consulter. Vous ne pensez pas que ça crée, on va dire, une sorte de frustration au niveau des populations qui, normalement, sont les destinataires de ces soins de santé-là? Bon, au fait, comme je l'ai dit, les cas de figure ne sont pas les mêmes. D'accord. De toutes les façons, nous avons ce problème de ressources humaines qui se trouve dans nos États, mais il faut reconnaître aussi que nos autorités fournissent autant d'efforts pour contenir ce genre de problème. D'accord. C'est pour cette raison d'ailleurs que, quel qu'en soit Alpha, au niveau des urgences, il y a des médecins généralistes, il y a des médecins spécialistes de pratiquement traumatologie, cardiologie, neurologie, la neurochirurgie surtout, la neurochirurgie. Et dans les autres services, ils sont prêts à accueillir parce que l'urgence est certainement la porte d'entrée de l'hôpital et qui fait le tri des patients et les renvoie dans d'autres structures à l'interne de l'hôpital. D'accord. Vraiment, merci beaucoup pour ces détails-là. Vraiment, la question est maintenant de savoir, est-ce qu'au niveau des populations, de ceux-là même qui sont concernés par ce que nous sommes en train de partager, est-ce qu'il y a un danger de faire, par exemple, de l'automédication? Parce que plusieurs vont se dire, pour la consultation, je dois débourser de l'argent. Cet argent-là pourrait éventuellement servir, si je sais que j'ai juste des céphalées, je me lève et je vais, par exemple, en pharmacie
pour acquérir juste un comprimé qui peut-être, selon moi, pourrait gérer le cas. Est-ce que pour vous, c'est approprié que ces populations se lancent dans l'automédication? Il faut reconnaître que l'automédication est une mauvaise pratique. D'accord. C'est une mauvaise pratique connue depuis belle lurette et une pratique devant laquelle les autorités sont en train de se battre dans nos pays. Si tu prends le cas du Mali, nous en connaissons aussi les autorités à travers la douane, la police et les autres professionnels de la santé des pharmacies. C'est-à-dire que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Mali lutte contre les proliférations anarchiques des médicaments de trottoir. Et ce n'est pas conseillé, on ne doit même pas penser que ça doit se faire. Parce que c'est des médicaments qui entrent dans nos pays n'importe comment. On peut les avoir n'importe où. Et il y a aussi des dangers imminents. Des dangers. Il y a pas mal de patients qui ont perdu la vie à cause de ces gadgets. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, chez nous, au Mali, nous avons un certain nombre de systèmes qu'on a mis en place, pour éviter que ce genre, chaque population puisse être prise en charge. Il s'agit de l'ANAM, l'Agence nationale d'assurance maladie, qui est là pour tous les démunis. Même si tu n'as pas d'argent au Mali, normalement, le système est fait de telle sorte que tu peux te soigner. Parce que dans chaque hôpital, il y a ce qu'on appelle un service social qui est là. Mais juste, les gens ne se mettent jamais en règle pour avoir certains bénéfices que lorsqu'ils tombent malades. Imaginez quand il y a un cas d'urgence, un patient indigent qui tombe malade, mais avant de tomber malade, il y a des procédures qu'il faut adopter pour que tu puisses rentrer dans ton droit en ayant ce qu'on appelle le certificat d'indigence. C'est ce certificat d'indigence qui est délivré, je crois bien, par la mairie et la police, qui servent de ticket d'accréditation pour accéder à l'hôpital pratiquement, pour qu'on puisse te prendre en charge gratuitement. Mais imaginez que cette procédure-là, tu ne le cherches pas. C'est lorsque tu tombes malade, est-ce que la maladie attend? Non. Ça pose des problèmes. Sinon, en réalité, les autorités qui sont les leaders de la santé dans nos pays, parce que la santé, quand ça va, c'est les autorités dans nos pays. Quand ça ne va pas, c'est les autorités. Nous, le secteur privé, nous venons en collaboration avec le secteur public pour vraiment l'offre de soins de qualité. D'accord. Voilà. C'est très important, vraiment, merci beaucoup. Vous l'aurez bien compris, la santé, c'est vraiment quelque chose de très délicat. Lorsqu'on l'a, on se réjouit, mais lorsqu'on ne l'a pas, on est vraiment dans le désarroi. Alors, toutes ces bonnes pratiques que le médecin vient de partager avec nous sont utiles pour chacun de nous. Évitez donc les automédications et prenez vraiment soin de mener toutes les actions qu'il faut afin d'être dans les normes pour éventuellement, comme le docteur l'a dit, être bénéficiaire de tous ces systèmes et ces prises en charge qui sont mises à disposition par l'État. Vraiment, merci beaucoup, docteur, pour votre présence et pour tout ce que vous avez pu partager avec nous. Merci bien, Fabrice. Si vous avez une dernière adresse à nos téléspectateurs. Non, juste les saluer et leur dire que nous accompagnerons Afrique Santé. Merci encore. C'était donc une émission particulièrement dédiée aux consultations dans donc Pédagogie Santé. Nous vous disons donc à très bientôt pour un autre épisode.